Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bon début de semaine. Merci de nous être fidèles, madame, monsieur. Ce matin, nous accueillons sur le plateau de la rubrique Maître Jacques-Né Auxilus. Avec notre invité ce matin, on va commenter l'actualité. On va aussi revenir sur les réalités, les curieuses réalités juridiques que Maître Auxilus a décelées dans la mise en œuvre de l'accord du 5 février. C'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau. Bonjour, Maître Auxilus. Merci d'accepter l'invitation de Métropole. Eh bien, bonjour Wendell, bonjour à Metteur en Ondoyo et bonjour à la nation, pourquoi pas. Et c'est à moi de vous remercier de l'invitation. Je dirais tantôt que quand on reçoit l'invitation du verbe parlant que vous êtes, eh bien, on est flatté, on est honoré. Et comme vous l'avez dit, on est parti pour une émission qui va être très sérieuse ce matin, qui va être riche aussi en informations, parce que quand on a Wendell au micro, eh bien, ça ne se passe pas autrement. Et quand merci on a encore de l'invitation. Bon, j'ai failli vous ressembler, hein, voilà, même en tenue vestimentaire. Eh donc c'est pour dire que vous avez toujours la primeur. Donc les verbes se rencontrent, ils se croisent. Mais mon Dieu, et ils enfantent des adverbes. Des adverbes. Merci, cher maître. D'accord. Alors, disons que nous allons, si possibilité nous permet, revenir sur les réflexions que vous avez eu à faire récemment autour de ce que vous avez découvert de la mise en œuvre de l'accord du 6 février, au point où nous avons parlé de curieuses réalités juridiques. Jusque-là, est-ce qu'on peut dire que ça marche? Ou encore, ça roule? Est-ce qu'on peut dire? Ça roule dans le sens de l'accord, c'est-à-dire dans le sens où nous pouvons dire que ce que l'accord avait prévu commence par être mis en œuvre. Mais maintenant, comme vous aimez à en parler et vous y êtes revenu, les curieuses réalités juridiques, tout cela, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'accord avait prévu un ensemble de faisabilité. Vous voyez, en ce sens qu'il y a un contact entre le président provisoire de la République et le président du Sénat et celui de la Chambre des députés pour accoucher de la désignation d'un Premier ministre. Vous voyez? Et dans le sillage de ces contacts, de ces prises de contact, vous voyez, il serait construit une feuille de route, et cette feuille de route allait être mise en application, puisque en fait, on n'a pas un gouvernement élu, le président provisoire de la République lui-même, on sait dans quelles conditions nous l'avons eu, donc c'est dans le contexte de la fin du mandat de l'ex-président Martelly, donc voilà. C'était de ça qu'il s'agissait tout simplement. Donc l'esprit de l'accord, c'était un ensemble de faisabilité. Pourquoi? Parce qu'il fallait aller vite, il faut aller vite, parce que nous sommes en conjoncture de crise et je veux croire, je leur donne ce crédit, la volonté des uns et des autres, c'était d'arriver au plus vite, n'est-ce pas, à la résolution de cette crise pour que nous puissions entrer dans la normalité institutionnelle, constitutionnelle et politique. Tout cela passerait par quoi? Tout cela passerait par pas la tenue, mais disons, en continuant le processus électoral, vous vous rappelez, qui a été notre nœud gardien qui nous a mis jusque-là. De toute façon, nous sommes allés vite en ce qui a trait à l'institutionnalisation. On a eu un président, on a aussi un parlement. Aujourd'hui, on a un Premier ministre et un gouvernement. En ce qui concerne l'institutionnalisation, ça va. Peut-être maintenant, on a à se poser quelques questions sur la constitutionnalisation. À ce niveau, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut apprendre aux gens, il faut apprendre aussi à la population. Dans une émission comme celle dont vous présidez, il faut former la population. En ce sens que, pourquoi il y a eu un accord? Il est vrai que, je dois vous dire que ma position de juriste, c'est que l'accord en soi laisse beaucoup à désirer quant à sa légalité, quant à sa constitutionnalité. Mais la grande question est que, arrivé au 7 février, et même un petit peu avant, ça fait quelque temps, on ne peut pas être formellement dans la Constitution. Mais attention, lorsque nous parlons de Constitution, vous voyez, le terme même est emprunté à d'autres domaines, pas automatiquement du domaine de la science juridique.
Constitution, c'est le texte formel que nous avons, c'est vrai, mais Constitution, il y a un établissement qui est fait. Nous sommes un État démocratique et l'ossature de l'État est déjà mise en place. Maintenant, même si à certains moments, comme c'est le cas à la fin du mandat du président, même un peu avant, comme je viens de vous dire, on ne peut pas, je dirais, totalement appliquer la Constitution parce qu'on a été dépassé, parce qu'il y a des échéances qui n'ont pas été respectées, mais il faut se rappeler que l'ossature de l'État est déjà mise en place. C'est ce que j'ai dit peut-être dans un petit texte que j'ai distribué à des hommes comme vous. L'ossature étant déjà mise en place, il faut toujours regarder vers l'institutionnalisation. Et c'est peut-être dans ce sens que le Parlement, l'ancien président de la République, s'était réuni autour d'une table pour dire, donc voilà ce qu'on va faire à travers un accord. Mais je vous dis que même si, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'avec l'accord, on n'était déjà plus dans la Constitution, dans sa lettre. Et l'accord était nécessaire, nous l'appelons accord politique, il est vrai, ça laisse beaucoup à redire pour les politologues, pour les juristes, ça laisse beaucoup à redire, puisque un accord politique, qu'est-ce que cela pourrait être? Mais nous nous ramenons à la plus simple expression que c'était un accord nécessaire parce que, d'une part, il fallait prévenir ce vide d'une manière ou d'une autre. Voilà l'importance de l'accord. Donc, à partir de ce moment, pour l'établissement du pouvoir politique, on n'était plus dans la Constitution. C'est ça qu'il faut se rappeler et c'est ça qu'il faut rappeler à la nation. D'où maintenant, l'accord vient avoir tout son sens sur le plan politique parce que les échéances constitutionnelles n'ayant pas été respectées, un vide béant allait être créé, il fallait, n'est-ce pas, cet accord. Est-ce que l'accord avait réuni suffisamment de force politique que ça devrait? Là, c'est une autre question. Et vous avez la réponse à cette question-là? Bon, mais je dis, ça, c'est une autre question. Oui, c'est une autre question. Est-ce que vous avez la réponse? Peut-être que non. Peut-être que non. Peut-être que oui aussi. Peut-être que, je dis suffisamment les forces politiques parce que pourquoi? En période de crise, le Parlement, heureusement, le Parlement, tel qu'il est constitué, le président à l'époque sortant, mais peut-être qu'il fallait s'ouvrir aussi à d'autres forces politiques, voyez bien, puisque on ne pouvait pas on n'était plus dans la normalité constitutionnelle. Oui, mais puisqu'on parle de compromis, on parle de consensus, on parle de légitimité, le Parlement peut donner tout cela. Oui, justement. Mais alors, il ne faut pas oublier, quand j'ai dit ça, oui, je reconnais, le Parlement, en termes, comme institution, c'est l'institution qui est censée être la plus proche de la population. Je dis le Parlement dans sa composante bicamérale, la Chambre des députés, nous disons toujours députés du peuple, vous voyez, par rapport à cette représentation par commune ou par circonscription, et puis le sénateur de la République élu sur une base géographique, à raison de 3, bon, maintenant, aux dernières élections. Non, peut-être on doit voir aussi qu'aujourd'hui, le Parlement que nous avons est composé des forces politiques les plus importantes. Des forces politiques les plus importantes, mais nous ne devons pas mettre de côté, puisque dans une telle émission, pour la pédagogie aussi de l'émission, pour la compréhension de vos auditeurs, de vos téléspectateurs, téléspectatrices, il faut tenir compte aussi de la crise née d'après les élections. Donc c'est pourquoi je dis que tenir compte des autres forces politiques et sociales, ça serait encore valable. Mais maintenant, on n'y est plus. L'accord étant un fait accompli, les partis y étaient représentés, on est bel et bien dans l'accord. Vous voyez bien? Mais n'empêche que nous soulignons ça. Alors que vous me dites, cher maître, qu'on est encore bel et bien dans l'accord, la question que j'allais vous poser est la suivante. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui avec la désignation d'un Premier ministre dont la politique générale, dont l'énoncé de politique générale vient d'être ratifié, évidemment avec du retard que les gens essaient d'expliquer quand même. Maintenant, la question maintenant, que reste-t-il de cet accord qui prévoit la tenue des élections le 24 avril prochain, soit dans moins d'un mois et demi, et la mise en place d'un gouvernement le 14 mai prochain? Ça, ce sont les gros morceaux. Mais il ne faut pas perdre de vue, et nous devons aider la population à se rappeler, à se rendre compte que
accord, oui, sur la suite du processus électoral. Mais écoutez, nous sommes un État, donc l'État ne s'arrête pas. Quand nous disons que l'État ne s'arrête pas, cela veut dire aussi que les questions économiques doivent être adressées. Cela veut dire aussi que nous devons penser à cette jeunesse. Cela veut dire aussi que les grands chantiers de la nation doivent se poursuivre. C'est ce que ça veut dire aussi, la continuité de l'État. Maintenant, se focaliser sur le processus électoral... Il y a la continuité de l'État. Bien sûr. Excusez-moi, cher maître. Oui. Il y a la continuité de l'État, il y a aussi la mise en œuvre du processus, de l'accord, avec des échéances spécifiques. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'aucun autre chantier de la nation, de la République, n'est à négliger. Donc, on est dans l'accord pour dire que, oui, la poursuite du processus électoral. On est dans l'accord pour dire la mise sur pied d'un gouvernement, etc. Mais maintenant, regardez, nous venons de vivre une période, je dis que nous venons de vivre, je me demande est-ce que c'est passé. Quand maintenant un problème sérieux s'est posé, dans un domaine ou dans un autre, l'agriculture, le commerce ou tout, on vient de vivre une période où l'on peut se demander, mais qui est compétent pour être adressé sur la question? Ça, c'est grave, c'est dangereux. Parce que la République ne peut pas s'arrêter. Maintenant, ce que je veux dire, en résumé... Mais la Constitution a réponse à toutes ces questions. Mais justement, c'est ce que je vous dis. Je vous dis que lorsque nous sommes en pareille période et que nous ayons cet accord avec agenda précis 1, 2, 3, conseil électoral, désignation de Premier ministre, mais toutes les autres questions de la vie nationale doivent être adressées. Même si c'est un gouvernement provisoire que nous avons, mais un gouvernement, ça dit ce que ça dit. Ça veut dire que c'est l'organe politique, vous voyez, qui adresse toutes les questions de la vie nationale. Maintenant, restons dans le spécifique, l'accord. Eh bien, oui, désignation d'un Premier ministre, c'est fait. Énoncé de politique générale ratifié, c'est fait. Gouvernement, bon, aujourd'hui, on va avoir... Oui, on va procéder à l'installation des membres du gouvernement. Des membres du gouvernement. Pour la continuité de l'État, pour la poursuite des grands objectifs de l'État. À ce niveau, eh bien, le processus électoral aussi, on va y toucher, on va toucher au processus électoral, je crois, c'est dans bon, je ne pourrais même pas dire dans les prochaines semaines. Ce devrait être dans les prochains jours. Parce que ça, c'est l'ossature, ça fait partie de l'ossature de l'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il en reste? Comme c'était la question. Mais qu'est-ce qu'il en reste? Et même avant de répondre à cette question, à savoir qu'est-ce qu'il en reste, est-ce qu'il y avait un obstacle légal au président provisoire, en fait, qui n'a pas mis le CEP avant, qui n'a pas créé le conseil électoral provisoire, qui n'a pas redynamisé le conseil électoral avant la mise en place du gouvernement. Est-ce qu'il y avait un obstacle légal ou encore juridico-légal? Non, je me rappelle que vous avez posé la question jeudi dernier, en fait, lorsqu'on était en onde. Justement, est-ce qu'il y avait un obstacle? Et vous savez, je n'ai pas trop cherché à comprendre quel a été l'obstacle qui se dressait devant le président. Je n'ai pas trop cherché à comprendre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si nous sommes là où nous sommes, parce qu'il y a eu une crise post-électorale, vous pouvez comprendre que l'institution qui nous fait besoin, c'est l'institution électorale. Bon, après les déboires que nous savons. Donc c'est l'institution électorale. En sorte que la redynamisation, j'emprunte votre mot, du conseil électoral, ça a été une nécessité. Maintenant... Non, mais le président de la République avait dit récemment, avait conditionné cette redynamisation du CEP à la ratification par le Parlement de l'énoncé de politique générale de son Premier ministre. Écoutez, je vous dis que l'angle sous lequel je comprends ça, c'est du fait que la crise où nous sommes, nous y sommes après les élections. En sorte que l'institution qui fait besoin, c'est le CEP. Maintenant, il faut toucher à autre chose, Wendell. Nous avons mis sur pied quand même le CEP, qui est redynamisé. Je crois que tous les membres sont au grand complet maintenant. Il y a une question qui va se poser. La fameuse question de l'évaluation du processus. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous dire, ce n'est pas pour embêter, mais il faut que la question revienne sur le tapis. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est cette
question qui a fait tache d'huile et qui nous met là où nous en sommes aujourd'hui. En sorte que la question doit être touchée. Maintenant, est-ce que l'on va s'en remettre au CEP pour dire, bon, écoutez, vous allez entrer en fonction, mais d'abord, nous demandons une évaluation du processus pour gagner du temps, pour permettre d'aller vite. Parce qu'il ne faut pas oublier, les échéances du gouvernement doivent être aussi respectées. Si elles ne sont pas respectées, c'est la dynamique des choses qui doit le prouver, c'est la dynamique des choses qui doit l'établir. C'est important. Pourquoi? Parce que dans un gouvernement provisoire, vous voyez, issu d'une crise, le grand souci du gouvernement, c'est d'éviter que la crise ne s'accentue. D'une part. On engendre d'autres crises. On engendre d'autres crises. Vous voyez, on engendre d'autres crises. Donc, en sorte que la grande réponse, l'attente nationale, c'est de faire en sorte que la crise soit effectivement résolue et que nous entrions dans la normalité. Voilà. Maître Jacquenet Auxilus, la question reste pendante. Oui, malheureusement, oui. je vous ai interrompu, oui. mais quand même, on pourra y revenir peut-être après la pause. Oui. Alors, on la pose, on la repose. Oui. Que reste-t-il de l'accord? De l'accord. Oui, on en parle après la pause. Parfait. Poursuivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Jacquenet Auxilus est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Jacquenet Auxilus est avec nous ce matin. La question est dans l'air. Ouais. Que reste-t-il de l'accord? Si vous permettez que j'ajoute une autre sous-question, je vous dirai, faut-il un autre accord, un nouvel accord? D'abord, la première question, qu'en reste-t-il d'abord? Ouais. Bon, maintenant, et c'est cette pratique que nous avons en Haïti. Mais nous avons un accord, mais nous l'exécutons. Pourquoi déjà penser à un autre accord? Maintenant, qu'en reste-t-il? La première chose, c'est qu'on va avoir les différentes cérémonies aujourd'hui, d'après ce qui a été annoncé. Maintenant, le gouvernement s'établit, mais on l'attend. On l'attend sur les grands chantiers. OK? Le processus électoral, les questions économiques à adresser, et puis, bien évidemment, la question de l'insécurité. Vous voyez? Maintenant, à ce point-là, nous attendons. Mais je crois qu'aussi les Haïtiens et les Haïtiennes, nous avons intérêt à permettre un peu de souffle à un gouvernement provisoire. Je vais vous dire ce que moi-même, le souci de ma communication, ce que j'aurais aimé que nous évitions, et nous venons de le dire tout à l'heure, c'est que la crise ne s'accentue et n'engendre d'autres crises. La raison, c'est quoi? On a des échéances. Je ne sais pas si le gouvernement promet de respecter les échéances, je ne sais pas s'il peut les respecter. Mais ce qui est important, c'est que le gouvernement a pour devoir de se montrer tellement à l'œuvre et que si par hasard, nous l'avons dit jeudi dernier, il y a quelques écarts qui... Il y a un pépin quelque part. Voilà, et qu'il n'arrive pas pour une question d'heure ou de jour, à ce moment-là, la nation en fera le constat. La classe politique, entre guillemets, en fera le constat. Et il sera pris telle ou telle décision que de droit. Il serait voué à ce gouvernement telle ou telle compréhension qu'il appartiendra. Ça, c'est une chose. Il reste aussi de l'accord, je pourrais dire, l'expression de cette volonté politique du président Prévert. Et là, nous faisons appel à leur intelligence politique. Et Jean-Charles, le président Prévert, ils sont connus, écoutez, comme non seulement des modérés, mais ils sont connus aussi dans notre milieu comme étant des représentants authentiques de l'intelligentsia. Mais maintenant, là, nous sommes à un carrefour où, d'une part, cette volonté politique doit être exprimée, et dans les moindres détails, malheureusement, dans les moindres détails. Sans confondre vitesse et précipitation, les deux hommes qui sont donc au timon des affaires de l'État aujourd'hui doivent immédiatement se mettre à l'œuvre. Ils doivent immédiatement se mettre à l'œuvre, et c'est chaque jour qu'ils doivent se montrer à la hauteur des circonstances qui leur ont valu le pouvoir.
Parce que, n'oubliez pas, nous sommes partis d'une crise. Et dans cette crise, vous savez, de toute façon, pourquoi ne pas reconnaître que la communauté internationale, d'une manière ou d'une autre, veille. Mais bien sûr, le grand gendarme aussi veille et surveille. Et à ce niveau-là, moi je crois que pour arriver, c'est le 14 mai, bon, pour arriver au 14 mai, d'ici au 14 mai, je ne fais pas injonction, je ne suis pas placé pour ça. Mais je crois que ça demande qu'au 14 mai, on sache où l'on en est. Il y a... Question du processus électoral. J'ai parlé tout à l'heure de cette fameuse commission, et c'est ça, d'évaluation. Même avant que ce soit au CEP. Avant d'en parler, oui. maître, avant d'en parler, j'ai entendu un ministre du gouvernement affirmer qu'il sera là pour donner un rapport de sa gestion chaque 3 mois. Et le 14 mai, on est censé avoir un président quand même, un nouveau président. Oui. Si les élections sont tenues à la date prévue, à la date annoncée, qui est le 24 avril. Oui. Donc, si l'on associe ces deux informations, d'abord, les informations mentionnées dans l'accord, 24 avril, 14 mai, et un gouvernement, et un ministre, pardon, qui annonce sa volonté de donner un rapport sur sa gestion, un rapport trimestriel. Oui. Eh bien, la première chose... Qu'est-ce que vous en pensez? Notre droit se fonde sur la bonne foi. Peut-être qu'il est de bonne foi. Peut-être qu'il a exprimé un vœu dirigeant de son rang de gérer dans la transparence. Mais je viens de vous dire quelque chose qui est pour moi plus important. Il donnera un rapport, bon, je ne l'ai pas entendu pour vous dire vrai, il donnera un rapport trimestriel. C'est pas ça qui est important. Je vous dis que, une chose, cette volonté politique exprimée de la part du président Prévert et de la part de son premier ministre, de la part de tout le gouvernement, à se montrer à la hauteur des circonstances qui leur ont valu le pouvoir, ça pourrait en quelque sorte, je le dis à gauche déployée, ça pourrait en quelque sorte leur valoir une compréhension sur les échéances. Vous voyez, bon, vous savez, on a une sorte de mystique dans les dates en Haïti. C'est le 14, c'est le 20, c'est le 7, etc. Comme si les yeux sont rivés sur les dates, mais on ne regarde pas la matière à abattre. Je vous dis que si, dans l'agenda qui est censé être dégagé de l'accord, si le pays trouve l'équipe au pouvoir, voyez, dans l'action, je vous dis que, mais, arrivé au 24 avril, arrivé au 14 mai, je ne crois pas que c'est ça qui tue. Mais je vous dis, on est arrivé au 14, on n'a pas encore abouti, on n'a pas tout à fait atterri. On regarde, on évalue, on voit qu'est-ce qui a empêché, est-ce qu'il y a une volonté maintenant d'atterrir. Donc c'est pas quelques jours. C'est de ça qu'il va être... Non, c'est surtout de ça qu'il doit être question. Donc c'est pas quelques jours, bien... C'est pas quelques jours. Et là, le Parlement, vous voyez, va devoir être compréhensif aussi. La classe politique, je reprends l'expression, va pouvoir être compréhensive. Mais je vous dis que toute la question, c'est cette volonté dégagée à pouvoir réaliser un ensemble de choses. Je vais même vous dire, écoutez, processus électoral, oui. Question d'une commission ou d'évaluation, soit auprès du CEP, soit. Mais écoutez, en dirigeant, on ne peut pas se focaliser dans un agenda de protocole. Il faut aussi diriger. Et en politique, quand on dirige, on donne la preuve que l'on dirige. Ce que je veux dire. Il faut sentir aussi que les autres chantiers de la vie nationale, voyez, font l'objet des préoccupations politiques. Aujourd'hui, écoutez, l'insécurité, aujourd'hui aussi le problème de l'investissement, mais aujourd'hui aussi le problème de la justice. Quand maintenant quelqu'un, mon Dieu, on l'a rapporté récemment, quand quelqu'un peut aller, je ne veux pas donner en tout cas de précision de lieu, mais quand quelqu'un peut, devant le juge de paix, être arraché des mains du juge de paix
et être emprisonné, le juge de paix se croise les bras. C'est une question de l'autorité de l'État. Quand toi-même, ta propriété peut être dans la conjoncture envahie et que tu n'aies aucun recours, sinon tu as recours, mais la lenteur de ces recours est d'une telle taille que toi, tu perds tout le bénéfice, n'est-ce pas, de tes droits. Mais pour ne citer que cela, je reprends pour dire que, oui, on a les chantiers qui sont là, qui sont en attente. Et le problème, c'est qu'en Haïti, tout est urgent, tout devient urgent. Maintenant, d'un côté, le Parlement, avec l'exécutif, on essaie de voir, on essaie de se frayer des voies. On critique le Parlement à vouloir avoir des postes ministériels. Mais écoutez, même en temps normal, il en a été ainsi. Ce n'est pas ça qu'il faut surtout critiquer. Vous êtes un bloc parlementaire assez représentatif. C'est normal que vous réclamiez, puisque le Premier ministre, voyez, en temps normal, comme en conjoncture où nous sommes, quand même est l'émanation du Parlement. Mais maintenant, la question, c'est que je veux des postes pour faire quoi? Je veux des postes pour faire quoi? En quoi mon équipe peut aider, voyez, à résoudre la crise? En quoi mon équipe peut aider à plus ou moins apaiser, à trouver un apaisement social? Là encore, en quoi mon équipe peut aider? Là encore, c'est quand on est en situation normale. Je parle d'apaisement. Je parle d'apaisement. Vous voyez, parce qu'on n'a pas... Non, mais si vous parlez d'apaisement, quelle est donc l'importance de cette question? Des postes ministériels pour faire quoi? Oui, je dis pour contribuer, n'est-ce pas? Pour contribuer à obtenir cet apaisement. Apaisement en quoi? Nous nous acheminons quand même vers la reprise du processus électoral. Donc, on a besoin de sécurité. Mais on a besoin aussi vous pensez que donner des postes, des portefeuilles, qu'on fait des portefeuilles ministériels à des membres du Parlement ou à des responsables de blocs au niveau du Parlement, ça peut contribuer... C'est pas en donnant, je vous dis que même en temps normal, puisque le gouvernement est une émanation du Parlement. Je dis même en temps normal, eh bien, des blocs parlementaires réclament des postes, même en temps normal. Maintenant, aujourd'hui aussi, en conjoncture de crise, je dis que ce n'est pas ça surtout qui est à critiquer. Mais on veut des postes pour faire quoi? Mais justement, en ce sens, oui. On se pose la question, justement, pour faire quoi? Oui. Mais vous avez la réponse, Madoxilus. En ce sens, je vous dis, dans tout ce qui fait l'objet des thématiques, n'est-ce pas, de l'accord, mais cela ne néglige en rien, voyez bien, cette continuité de l'État, ce devoir de l'État pour continuer à s'acquitter de ses redevances envers la population. Je veux dire que, comme tout est urgent, la redynamisation du processus électoral n'empêche pas que l'on se focalise aussi sur la sécurité qui ressort, n'est-ce pas, du devoir de l'État de donner à la population. Pour ne prendre que ça comme exemple, en gros, je vous dis que l'État continue de fonctionner, doit continuer à fonctionner. Les questions économiques aussi sont importantes et doivent être adressées. Alors, pour revenir à ça, qu'est-ce qui reste de l'accord? Que le gouvernement, dans son ensemble, nous prouve sa capacité à pouvoir adresser, n'est-ce pas, toutes ces questions, n'est-ce pas, de la vie nationale et qui nous font besoin et qui peuvent éviter que la crise, n'est-ce pas, ne s'aggrave, que cette crise n'en engendre d'autres. Ce serait à regretter. Maître Oxylus, dites-nous, avec maintenant l'installation de nouveau gouvernement, est-ce que cela enlève au président de la République quelques responsabilités dans la mise en œuvre de l'accord, par exemple? Je vois là où tu veux en venir. Écoutez, l'accord, comme je vous dis, c'est quelque chose que je critique. Parce que ça peut arriver. Non, c'est quelque chose que je critique sur le plan juridique. Mais un fait est un fait. On a l'accord et... Non, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans l'une des interventions du président de la République, M. Privert peut se dire, bon, maintenant qu'il y a un gouvernement, moi, écoute, cela m'enlève quelques responsabilités, il revient à M. Jean-Charles, maintenant, d'appliquer à la lettre ce qui reste de l'accord. Non, il ne peut pas le dire. Non, il ne peut pas le dire. Je vais vous dire. L'une des raisons en est que il a reçu, parce qu'il ne faut pas banaliser les institutions. Il ne faut pas banaliser les choses et les gens dans ce pays.
L'une des raisons en est qu'il a reçu cette onction du Parlement. Moi, je respecte les institutions. Les parlementaires, je les respecte. Attention, ils doivent aussi se respecter. Ils ont donné l'onction au président Privert et en voyant le Parlement, moi, je vois une institution, voyez bien, co-dépositaire de la souveraineté nationale. Si cela ne revêt aucun sens, qu'on me le dise. Mais pour moi, ça revêt tout son sens. Donc, en sorte que le président... La deuxième raison, Wendell, écoutez, mais nous avons cette tradition politique en Haïti. Le président, le palais national ne peut pas être vide. Le vide au palais national, vous voyez, ça dirait trop. Le palais ne peut pas être vide. Nous avons cette tradition de président de la République. C'est vrai qu'avec la primature héritée de la Constitution de 1987, vous voyez, c'est quand même une avancée par rapport à ce qui était avant, par rapport aussi à ce que nous avons eu au 7 février 1986. Donc, on a un exécutif bicéphale. Mais la tradition pour nous autres, c'est que le président de la République est le chef de l'État. Donc, le palais ne doit pas être vide. Un vide au palais susciterait trop d'inquiétude. Maintenant, d'une part. Mais d'autre part aussi, je vais vous le dire, le président de la République, le président provisoire, est issu de ce que nous appelons là une élection au second degré, dans le sens où les forces politiques, vous voyez, qui ont instrumenté l'accord du 5 février, ces forces-là ont essayé de se mettre plus ou moins près de la Constitution en son article 149. Donc, à partir de là, l'ancien sénateur Privert s'est porté candidat et cela s'est passé comme vous le savez. Maintenant, ce président n'a pas le droit, n'a pas le droit de se décharger pour dire, bon, maintenant, il y a un gouvernement, il y a un Premier ministre. Mais non. Ce sur quoi il faut se focaliser, encore une fois, c'est sur les échéances, mais particulièrement sur le contenu à réaliser et qui nous amène vers les échéances. Parce que, comme je vous dis, les dates n'ont rien de mystique, écoutez, mais ce sont les réalisations qui doivent nous en dire long. Donc, tout ce que la nation doit souhaiter et tout ce à quoi l'on peut s'engager, c'est de voir ces hauts responsables de l'État, eh bien, travailler, œuvrer dans le sens de ce progrès imminent attendu, mais dans un court instant. Est-ce que Maître Auxilius, il vous arrive parfois, cher Maître, d'être réaliste? Non, je vous pose la question, Eh bien, écoutez, mais l'homme est un tout. L'homme est un tout. Le réalisme, oui, nous le vivons. Mais plus loin, c'est quoi? C'est d'être idéaliste aussi. Bon, écoutez, il y a tout ce mélange. Donc vous êtes à la fois idéaliste et réaliste. Mais nous pouvons rêver. Nous pouvons rêver même du réel. Est-ce que vous rêvez aussi de la tenue d'élection le 24 avril? Ah, écoutez. Voyons réalisme et idéalisme. Non, écoutez. Réalisme et idéalisme. Voyons maintenant et les sentiers pour y arriver. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réaliste? Le temps matériel, moi, j'aurais pas aimé répondre à la place du Conseil électoral. J'aurais aimé plutôt faire quelques considérations et qui porteraient même à retourner la question, pas à toi, mais à livrer la question avec des éléments pour y répondre au public. Est-ce que c'est pourquoi vous avez parlé de dates qu'on doit considérer comme étant mystiques? Non. S'il n'y a aucun... il faut enlever ce mysticisme, n'est-ce pas, aux dates. Mais voir plutôt les réalisations. Je suis en août. Si je suis en août, donc je vais arriver. D'accord? Mais si je ne me mets pas en route, et si on traîne là, les pieds? que ce soit le 14, que ce soit le 15, que ce soit le 31, que ce soit le 44, et si on traîne ça les ne veut pieds? rien dire. Et si on traîne les pieds? C'est ce que je vous dis. Ça ne veut rien dire. Le 15, le 20, le 30, le 45, le 44, ça ne veut rien dire. L'important, c'est que du train où ça va, du train où je me mets en route, donc on sait qu'à lui, il va quelque part.
C'est de ça qu'il faut s'agir. Pardon, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, est-ce que c'est possible de réaliser les élections au 24 avril? Eh bien, regardons, nous avons 6 sénateurs à élire, parce qu'il y a 3 départements où, en fait, il y a eu des difficultés qui ont empêché l'aboutissement de ces sénatoriales au 25 octobre. Donc vous pensez que c'est... Mais on doit commencer. Commençons par exemple par... bon, disons, le conseil électoral, en fait, doit être de toute façon mis en état de fonctionnement. Donc le conseil électoral qui va organiser ces tribunaux électoraux pour permettre de vider les contestations qui restaient à vider au municipal, voyez bien. Ensuite, pour les législatives, je crois que, autant que je me rappelle, non. Pour la Chambre des députés, ce n'est pas encore au complet, parce que dans certaines circonscriptions, il y avait des contestations pendantes et qui doivent aboutir. Et pour que le CEP puisse se prononcer, donner les résultats. Là, nous parlons de municipal, nous parlons de législative au niveau de la Chambre des députés, et même au niveau du Sénat aussi. Ensuite, venir à cette fameuse présidentielle. Donc maintenant, quand nous savons ce que ça nous a toujours pris, voyez, pour organiser ces élections, moi je dis, franchement, au lieu de fixer une date, au lieu d'arrêter une date comme si c'était du mystique, je préfère demander à ce que les forces, voyez, se mettent à l'œuvre et que nous les voyons à l'œuvre et que nous puissions espérer, de toute façon... Ils sont à l'œuvre, on les voit à l'œuvre, ok. De toute façon, ça donne lieu à espérer. Ça donne lieu à espérer à ces sénateurs qui attendent, n'est-ce pas, d'entrer au Sénat, à ces députés, voyez, qui sont en contestation, mais aussi à ces maires qui, pour certains, sont en avance, pour d'autres qui sont en contestation, pour pouvoir, n'est-ce pas, regagner les mairies pour que la nation, effectivement, puisse fonctionner. Parce que c'est de tout ça qu'il s'agit dans le fonctionnement de l'État. Merci, Maître Jacques Néoxylus. À vous entendre parler, alors c'est le dernier point que je veux voir avec vous, c'est que vous saluez l'arrivée et l'installation de nouveaux gouvernements. Mais dans l'ensemble, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle équipe gouvernementale? En quelques mots. Écoutez, ils sont capables du meilleur comme du pire. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Du meilleur, dépendamment de leur compréhension de la conjoncture, du meilleur, dépendamment de leur sens de l'État, du meilleur, dépendamment, comment je peux dire, de leur pénétration de cette autre crise qui a toujours perduré. L'autre crise, c'est, écoutez, il y a cette majorité silencieuse. Il y a cette jeunesse, il y a ces familles, il y a ces églises, il y a ces syndicats que très souvent, que le plus souvent on n'entend pas. Il y a cette autre crise aussi, l'attente. Donc leur capacité d'homme d'État doit pouvoir agir dessus également. En d'autres termes, oui. Vous voulez dire quoi? Je veux dire, il y a l'autre crise qui a toujours existé dans notre pays, avec cette majorité silencieuse que vous n'entendez pas à la radio, que vous ne voyez pas à la télévision. Quelle est la force de cette majorité silencieuse? La force de cette majorité silencieuse... Quelle est sa capacité aussi? Sa capacité réelle, c'est que, au fur et à mesure d'une prise de conscience, cette majorité s'organise et elle doit pouvoir s'annoncer comme étant... Écoutez, n'ayez pas peur. Oui, mais comme pouvant assurer la relève. Si elle est silencieuse, ça peut arriver qu'elle ne sera jamais active non plus. Écoutez, mais je vous dis, d'une part, c'est pourquoi les crises aussi, il y a les bons côtés de la crise. Il y a les bons côtés de la crise, ça suscite un éveil. Cette majorité silencieuse... J'entends parler de cet éveil depuis plus de 20 ans. Ah oui, vous en entendez parler. Mais cela se travaille. Vous voyez bien. Donc ça, c'est aussi l'un des beaux côtés d'une crise. Maintenant, oui, alors pour vous dire, en définitive, ils sont capables du meilleur. Ils sont capables aussi du pire. Ça, c'est de manière théorique. Moi, est-ce que vous dites que chaque gouvernement a son ressort. Le ressort, c'est que... Le pire, c'est que, dépendamment de là où ils veulent emmener le pays.
Mais ce que je ne souhaiterais pas, je souhaite plutôt le premier, qu'ils aient une bonne compréhension de ce que nous avons maintenant, de ce qu'ils ont dans le cadre de l'accord et de ce qu'ils ont aussi en matière de leur compréhension de cette classe politique. Parce que nous devons aujourd'hui tenir compte de tout le monde. Le Parlement comme institution qui bouge, c'est gens qui revendiquent à travers les rues, ok? Ces partis politiques représentés ou non au Parlement, et tout ce peuple qui, en fait, qui est exposé à l'insécurité. Globalement, grandissant. Globalement, maître... Donc maintenant, dans ce pétrin-là où se trouve le gouvernement, il doit se débrouiller pour livrer dans un laps de temps, là nous parlons encore du temps, pour livrer cette marchandise dont la population a tant besoin. Quelle est cette marchandise? Nous permettre de traverser cette mer pour entrer dans la normalité, pour que nous sachions que nous confions le destin du pays à une équipe issue, n'est-ce pas, des élections. Vous êtes inquiet? Je ne suis pas inquiet, mais je suis vigilant. En créole, l'haïtien vous dit d'être véatif. Je ne suis pas inquiet, mais j'invite plutôt de jour en jour à une prise de responsabilité. J'invite plutôt à ce qu'on endosse les responsabilités. Je ne suis pas inquiet. C'est peut-être une insistance. Merci beaucoup, cher maître. C'est un plaisir. Mon cher, c'est toujours un plaisir. C'est à moi de te remercier. Avec toi, une émission, ça se termine toujours trop vite. Hein? Non, mais il faut qu'on laisse quelque chose pour la prochaine. Ah, bien évidemment. Bien évidemment. Mon merci cher, beaucoup, cher maître. Merci. Et puis, à la prochaine, comme vous l'avez dit. Voilà. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Jacques Néoxylus était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée. Je vous souhaite surtout une bonne semaine avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.